Mes chers collègues, nous allons commencer nos travaux ce matin et nous recevons ce matin Monsieur Bruno Lasserre, qui est notamment ancien vice-président du Conseil d'État et ancien président de l'Autorité de la concurrence. Monsieur Lasserre, vous avez été chargé en septembre 2022 par le ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique et la ministre de la Culture d'une réflexion sur la pertinence et l'efficacité des outils de régulation du secteur cinématographique. Votre rapport a été publié le 3 avril 2023. Vous allez nous en présenter le riche contenu, mais je voudrais d'ores et déjà vous poser quelques questions. En effet, quelle est votre appréciation du rôle du Centre national du cinéma et de l'image animée, le CNC? Pensez-vous qu'il devrait faire preuve de plus de transparence, notamment en permettant l'accès aux délibérations des commissions pour les aides sélectives? Et pensez-vous qu'une réforme en profondeur du financement de la création cinématographique est souhaitable? Et puis, pouvez-vous détailler le modèle des engagements de diffusion issus de l'accord interprofessionnel de 2016 que vous suggérez d'inscrire dans la loi? Est-ce le seul moyen de combattre la réticence de certains distributeurs à appliquer l'accord de 2016? Donc, Monsieur le Président, maintenant, je vais vous donner la parole pour une quinzaine de minutes. Et puis, ensuite, les questions de mes collègues. Voilà. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Je suis très heureux de l'occasion qui m'est donnée de présenter ce rapport dont l'objet vient d'être résumé par votre Présidente. Je suis accompagné d'Alexis Gouin, maître des requêtes au Conseil d'État, qui m'a beaucoup aidé dans la rédaction de ce rapport et qui pourra lui aussi répondre à vos questions sur les différents aspects que traite ce rapport. Il s'appelle « Cinéma et régulation » et comme vous l'avez dit, Madame la Présidente, il interroge l'efficacité, la pertinence des outils de régulation qui se sont accumulés depuis plusieurs années sans toujours une doctrine suffisamment claire, suffisamment stable et suffisamment précise sur les objectifs recherchés par ces différents outils. Et ce rapport intervient à un moment clé pour l'histoire du cinéma, puisque le cinéma sort d'une crise inédite. Jamais les salles de cinéma n'avaient fermé pour une période aussi longue, 300 jours de fermeture en 2 périodes consécutives, plus des restrictions sanitaires qui ont parfois découragé ou installé en quelque sorte la perte d'habitude qu'avait créée l'épidémie de Covid. Et donc c'était le bon moment pour s'interroger sur ce qui a été fait et, comme le dit le sous-titre du rapport, repenser la régulation en relançant certains outils, en corrigeant d'autres et peut-être en libéralisant certains qui ont été imaginés à d'autres périodes de l'histoire du cinéma. Alors, le rapport est intéressant d'abord parce qu'il fait un diagnostic sur la situation conjoncturelle et structurelle du cinéma en France. Non pas, et j'interviens tout de suite, Madame la Présidente, pour préciser le champ de ce rapport, il ne porte pas du tout sur la création et le financement de la création. Il est centré, comme la lettre de mission le dit bien, sur l'aval, c'est-à-dire l'exploitation en salle et les relations entre acteurs économiques de la filière du cinéma. Mais c'est la problématique de l'accès du public aux œuvres, au cinéma qui est au centre de cette mission. Ça n'est pas la création cinématographique et la question du financement par les pouvoirs publics. Alors justement, de ce point de vue-là, la situation de 2022 est intéressante. On a eu une chute très importante des entrées, 152 millions d'entrées au cinéma en 2022. Il faut savoir que pendant les 10 années qui ont précédé la crise du Covid, on avait dépassé les 200 millions d'entrées, ce qui est un chiffre très élevé, jamais atteint dans toute l'histoire du cinéma. Mais cette baisse explicable pour des raisons extérieures est à la fois, en quelque sorte, la sanction d'un changement d'habitude qui concerne un peu tous les Français, avec la concurrence accrue, évidemment, des plateformes comme Netflix, Disney, Amazon, etc., avec
aussi, il faut le dire, parfois l'obstacle du prix qui peut conduire certaines familles, notamment dans les métropoles, à aller moins au cinéma. C'est en tout cas une cause qui est identifiée par les Français dans la moindre fréquentation. Mais le diagnostic que nous portons est positif, il est optimiste. Nous pensons que le cinéma français a tous les outils pour redresser la situation. Et d'ailleurs, les derniers chiffres de l'année 2022 et ceux du début de 2023 sont très encourageants. En réalité, la baisse des entrées a été aussi la conséquence un peu d'un déficit d'offres, d'une rupture de l'offre, essentiellement d'ailleurs du côté de l'industrie des studios américains. En réalité, Hollywood a marqué beaucoup plus qu'en France un arrêt du tournage de films. Et donc, on s'est trouvé à la sortie de la crise sanitaire avec un déficit d'offres. Et d'ailleurs, les salles n'ont jamais autant présenté d'œuvres françaises au public que pendant la période qui a suivi le Covid. Et donc, c'est plutôt bien, en ce sens que certains films qui n'auraient peut-être pas eu le succès dans une période où ils auraient été concurrencés par les films américains ont trouvé leur public. Il y a eu de très bonnes surprises. À l'inverse, certains films fragiles ont souffert parce qu'ils ont dû être moins exposés, peut-être moins longtemps que dans une période normale, ce qui a été critique pour leur succès économique, leur succès financier. Mais dans l'ensemble, nous pensons que la crise sanitaire n'a fait que révéler ou amplifier des causes qui préexistaient à cette épidémie et qu'il faut traiter d'ailleurs en profondeur. Mais quand on regarde toute l'histoire du cinéma, on s'aperçoit que, comme un phénix d'une certaine manière, c'est une industrie qui, alors qu'on prédisait sa fin, souvenez-vous, la télévision payante, le caméscope, le DVD, les plateformes. À chaque fois, on a prédit la mort du cinéma en salle en disant les Français n'iront plus au cinéma. Et à chaque fois, inversement, eh bien, comme un phénix, le cinéma a ressuscité, s'est adapté, grâce aussi d'ailleurs aux énormes investissements qu'ont fait les acteurs économiques, mais aussi à l'aide très importante qu'apportent les pouvoirs publics. D'une certaine manière, le cinéma a toujours surmonté ces obstacles parce que l'expérience qu'il offre au public est évidemment incomparable, unique. Rien n'est comparable entre voir un film en salle, avec l'expérience de la salle, et rester dans son canapé pour voir un film ou une série sur son écran, voire pour les jeunes sur son smartphone. Évidemment, ça n'a rien d'équivalent avec l'expérience cinéma. Donc notre diagnostic est, je crois, sincère, approfondi, mais en même temps optimiste sur les chances du cinéma de retrouver le chemin de la fréquentation qu'il a connu dans les années précédant la crise. Mais en même temps, c'est une période importante parce que les acteurs s'interrogent. Alors qu'il y a toujours eu un consensus en France sur les bienfaits apportés par la régulation et l'aide publique, et donc d'une certaine manière, l'industrie du cinéma est solidaire des pouvoirs publics, pour la première fois, nous avons auditionné un très grand nombre d'acteurs et nous avons senti une division, ou en tout cas des partages entre les acteurs ou les organisations. Certains, et c'est notamment le cas des plus grands exploitants, font confiance en quelque sorte à l'investissement commercial en disant faites-nous confiance pour reconquérir le public, et la régulation est un obstacle à cette liberté que doivent avoir les acteurs économiques pour aller retrouver le public dont ils ont besoin. Et donc nous disent alléger, libéraliser ce qui a pu être mis en place. D'autres, au contraire, et ce point de vue est également important, nous disent au contraire, la régulation fait partie de la solution, il faut adapter la régulation, la renforcer, la rendre plus crédible, plus efficace, mais nous avons besoin de nouveaux outils ou de repenser de nouveaux outils. Et c'est ce que fait ce rapport en entendant les deux points de vue, en redessinant les contours de la régulation du cinéma, qui doit, sur certains points, être allégée, mais sur d'autres, au contraire, renforcée. Et je crois que c'est tout un équilibre que nous avons essayé de rechercher, je ne sais pas si nous l'avons trouvé, entre ce plus de régulation pour garantir la diversité culturelle et l'accès le plus large possible à des œuvres qui témoignent de la vitalité, en quelque sorte, du cinéma français et européen,
et en même temps faire confiance aux acteurs sur certains sujets, parce que c'est eux qui ont les clés, en quelque sorte, du retour du public en nombre dans les salles de cinéma. Alors, je vais très vite aborder les 13 propositions que fait ce rapport, vous l'avez compris, qui portent sur la chaîne aval du cinéma, c'est-à-dire sur essentiellement la distribution des films et l'exploitation de ces films en salle. La première question qui nous a été posée est celle du partage de la valeur, car toute l'industrie du cinéma repose sur un mode de financement inédit, c'est-à-dire que ce sont les spectateurs en salle qui, par le prix des entrées ou le prix des abonnements qu'ils payent, rémunèrent tous les acteurs amont de la filière qui vont se partager en quelque sorte le prix des entrées. Et la question qui nous a été posée, est-ce que ce système est satisfaisant? Est-ce qu'il rémunère de manière équitable, transparente, tous les acteurs intéressés à cette filière? Notre réponse est oui. Nous pensons qu'il est bon que, comme aujourd'hui, le législateur encadre la discussion entre les acteurs par ce qu'on appelle le taux de location, qui est en quelque sorte le partage des recettes entre ce que va garder l'exploitant et ce qu'il va donner au distributeur qui va lui-même rémunérer les acteurs en amont. Il est fixé aujourd'hui par la loi entre 25 et 50%. Il décroît au fur et à mesure de l'exposition des films. Et on le voit, cette liberté donnée aux acteurs à l'intérieur de bornes fixées par le législateur nous paraît satisfaisant. Plus problématique est la question des cartes illimitées. Vous vous souvenez peut-être qu'il y a un peu plus de 20 ans, en 2000, a été imaginé un nouveau mode de paiement du cinéma qui sont les cartes illimitées. Ça a créé beaucoup d'émotions à l'époque. Certains ont vu la mort des petites salles, la mort du cinéma indépendant, la victoire des multiplexes contre notamment les salles arts et essais, etc. Et on a prédit le pire, un scénario noir autour de ces cartes illimitées qui allaient tuer le cinéma. Le bilan, 23 ans après, n'est pas celui-là, tout au contraire. Les cartes illimitées ont fait venir les jeunes en nombre dans les salles de cinéma et surtout ont encouragé la prise de risque. Parce que quand vous payez de manière forfaitaire, vous pouvez prendre plus de risques dans les films que vous allez voir. Vous allez, avec votre carte, d'abord voir les films dans lesquels vous escomptez le plus d'affection, de succès, mais vous dites pourquoi pas aller voir un film plus difficile, plus fragile, puisque je ne paierai pas plus. Et donc, d'une certaine manière, la carte illimitée a été une formidable incitation à renouveler l'offre de films et aussi encourager le public, notamment les plus jeunes, vers des films plus difficiles, vers des films plus fragiles qu'il faut évidemment encourager. Et donc, ce bilan est plutôt positif. Et aujourd'hui, l'obstacle dans les cartes illimitées est que l'agrément qui avait été conçu un peu de manière défensive en 2000 a vieilli. Nous pensons qu'il faut aujourd'hui donner à la fois plus de liberté aux exploitants qui recourent aux cartes illimitées pour fixer le prix au public. Aujourd'hui, ce sont les pouvoirs publics qui agréent le prix de ces cartes illimitées payées par les spectateurs dans une économie, je dirais, libre. Normalement, c'est à l'opérateur économique de fixer son prix. Et on voit qu'il y a beaucoup de marge de manœuvre encore à exploiter du côté du prix. On peut imaginer des prix davantage différenciés selon l'âge, selon le temps de la consommation, le week-end ou la semaine. On peut associer l'offre de cinéma à d'autres choses. C'est aussi le moyen de concurrencer les plateformes comme Disney, Amazon, Netflix, etc., que d'imaginer des forfaits différents. Et donc, l'abonnement, oui, c'est quelque chose qui est installé comme un mode de consommation plébiscité, notamment par les jeunes, il faut l'encourager, mais il faut donner plus de liberté aux acteurs pour aller diversifier leurs tarifs et aller chercher les publics en fonction d'offres qui vont être segmentées en fonction, encore une fois, de ce que souhaitent les différents publics. Et donc l'agrément, selon nous, devrait être recentré sur deux variables. D'abord, ce qu'on appelle le prix de référence, puisque là, il n'y a pas d'entrée payée à l'unité. Il faut une assiette pour calculer le taux de location et donc le partage des recettes entre les différents acteurs. Et ça, ce prix de référence doit être approuvé par le CNC. Et d'autre part, il faut garantir le droit des cinémas indépendants
en quelque sorte, adhérer à une formule de carte illimitée, par exemple gérée par un multiplex, Pathé, UGC, etc., et une rémunération équitable de ce cinéma indépendant. Et ce sont ces deux variables sur lesquelles doit se recentrer l'intervention publique du CNC et pas sur le prix de vente au public. Et sur tous ces sujets, nous faisons toute une série de propositions plus détaillées que je n'ai pas le temps, mais peut-être aurais-je des questions, nous pourrons y revenir. La deuxième question qui est très importante, c'est celle de la diversité de la programmation. Comment encourager l'accès du public, pas seulement aux œuvres les plus commerciales, les plus attendues, mais aussi les plus difficiles et qui font la vitalité et la particularité de l'industrie du cinéma en France, qui n'est pas seulement une industrie, mais aussi évidemment un art. De ce point de vue-là, la situation française est, disons-le, bonne par rapport à des marchés comme le Royaume-Uni et évidemment les États-Unis, mais même maintenant des pays comme l'Italie ou l'Espagne. On voit qu'en France, le public a accès au cinéma, à beaucoup plus d'œuvres, à une diversité beaucoup plus forte qu'ailleurs. Au Royaume-Uni ou aux États-Unis, quand un blockbuster sort, il monopolise les écrans, c'est-à-dire que le public ne trouve plus d'écran dans lequel on projette d'autres films. Alors qu'en France, la part du cinéma américain n'a jamais dépassé autour de 40%, et même les grands écrans, les grands multiplex, et ses particularités, que ce soit Pathé ou UGC, projettent aussi beaucoup d'autres films français difficiles, et on cite en exemple l'UGC Ciné Hall, par exemple, qui est un des multiplex dans lequel on trouve la plus grande variété de films sans doute au monde. Donc on est dans une situation déjà favorable, mais avec des risques, et c'est la raison pour laquelle nous souhaitons en quelque sorte perfectionner et rendre plus efficace un outil qui a été pensé il y a quelques années, mais qui, du fait de la crise sanitaire, est un peu tombé en désuétude. C'est ce que nous appelons les engagements de programmation. C'est-à-dire que les cinémas, tous, ou en tout cas les plus importants, doivent signer avec le CNC, le Centre national du cinéma, qui est un régulateur qui ne dit pas son nom. C'est plus qu'une administration, c'est un régulateur. Et là, je réponds un peu à votre question. Oui, sa vocation n'est pas seulement de gérer ou de distribuer des aides, mais aussi de réguler pour atteindre les objectifs de politique culturelle que l'on recherche. Oui, nous pensons qu'il faut développer les engagements de programmation par lesquels les exploitants de cinéma s'engagent à promouvoir et à respecter la diversité des œuvres qu'ils projettent en évitant la captation des écrans par les films les plus commerciaux, les plus prometteurs. Or, aujourd'hui, ces engagements de programmation existent, mais ils ne sont pas vraiment obligatoires et surtout pas sanctionnés dans le cas où ils ne sont pas respectés. Et c'est ça que nous voulons changer en permettant au CNC de se substituer aux exploitants lorsqu'ils ne font pas de proposition d'engagement ou que ces engagements sont insuffisants. Aujourd'hui, le CNC ne peut pas le faire à l'égard des groupements et des ententes comme Pathé ou UGC. Il faut remédier à ce déficit de régulation. Et surtout, et c'est une proposition forte que nous assumons, nous souhaitons, dans le cas, mais c'est notre proposition, c'est au gouvernement de la saisir ou pas, nous souhaitons, dans le cas où l'exploitant ne respecte pas les engagements de programmation, le priver des aides sélectives au cinéma, c'est-à-dire aux aides à l'investissement qui sont financées par la taxe qui est prélevée sur le prix des billets. Nous pensons que c'est seulement par cette incitation financière ou cette sanction financière qu'on aura des engagements de programmation dignes de son nom, qui engageront réellement ceux qui les prennent, avec le risque, évidemment, de perdre des ressources dans le cas où ils ne respectent pas ce qu'ils ont promis. Et ça, c'est un changement assez important qui va dans le sens d'une conditionnalité plus forte des aides à l'exploitation qui seront subordonnées à des comportements qui vont dans le sens de l'intérêt général. Voilà. Alors, je ne détaille pas non plus sur ce point important les propositions très précises que nous avons faites. Certaines relèvent de la loi, d'autres du décret, mais c'est un changement assumé vers plus de régulation, plus d'efficacité,
plus de pertinence de la régulation. Inversement, et vous avez, Madame la Présidente, posé la question, nous voulons que les distributeurs les plus importants s'engagent aussi par des engagements de diffusion qui aujourd'hui ne trouvent leur source que dans un accord interprofessionnel de 2016. Nous souhaitons que ces engagements soient eux aussi inscrits dans la loi et qui permettent à l'inverse au public le plus large, et notamment le public des régions, le public qui accède aux salles municipales, aux salles indépendantes, aux salles gérées par des associations, d'avoir accès à une offre la plus large possible, et pas seulement les films, là encore, les plus prometteurs, et que là encore, les distributeurs s'engagent à garantir cet accès le plus large du public possible à toutes les œuvres, y compris les moins faciles. Sur d'autres sujets, nous ne faisons pas de propositions qui changent l'état du droit. Par exemple, nous ne sommes pas favorables à relancer le débat sur l'existence d'un contrat écrit entre le distributeur et l'exploitant. C'est une particularité de l'industrie du cinéma en France que de reposer sur des accords de programmation qui sont négociés chaque semaine sans nécessairement trouver un support écrit. Nous pensons que cette liberté, cette souplesse sont plutôt des avantages et sont plébiscités par l'industrie. Nous ne proposons pas d'y revenir. Je viens maintenant à deux autres sujets qui ont caractérisé notre rapport et sur lesquels je ne vais pas être très long. Le premier, c'est la question du classement art et essai, qui, vous le savez, concerne aussi bien les salles que les films. Et d'ailleurs, le classement des salles art et essai dépend du nombre de films recommandés art et essai qu'elles vont projeter. Nous, en réponse à la question qui nous a été posée par les deux ministres, nous proposons de garder le système français qui a fait la preuve de sa résilience, mais nous voulons aller plus loin dans la sélectivité du classement art et essai. Notamment, nous souhaitons que l'on tienne davantage compte, pas seulement de la nature des œuvres projetées, mais aussi de leur potentiel commercial, en pondérant de manière différente les films, selon non seulement que, voilà, par leurs caractéristiques, leur nature, ils sont des films de recherche, des films d'auteurs, des films intéressants, encore une fois, par le message ou le contenu qu'ils apportent, mais aussi nous pensons qu'il faut aider davantage les salles qui projettent des films qui, a priori, n'ont pas en eux le potentiel commercial, et donc nous souhaitons que l'on puisse pondérer le classement en fonction non seulement de la nature des œuvres, mais aussi du potentiel commercial, en quelque sorte du plan de sortie imaginé par les différents films. Enfin, j'en viens à une question délicate qui nous était posée, c'est celle de la maîtrise des actifs culturels stratégiques. Le gouvernement nous a posé la question de savoir s'il ne fallait pas intervenir de manière plus ferme pour protéger, notamment d'acquisition d'acteurs extra-européens, des actifs culturels stratégiques. Et l'on a pensé à deux sujets. Le premier, c'est des réseaux de salles. Est-ce que certaines salles ou certains réseaux de salles ne devraient pas être protégés, comme le sont d'ailleurs certaines œuvres d'art, qui en quelque sorte peuvent être préemptées ou sorties du marché lorsqu'elles présentent des caractéristiques non réplicables, qu'on peut comprendre lesquelles. Et donc, est-ce qu'on peut, en quelque sorte, en dehors des règles du marché, imposer la protection de réseaux de salles? Alors là, nous ne sommes pas favorables parce que nous pensons que juridiquement, ce serait très difficile de plaider la conformité aux textes européens d'une législation qui protégerait vis-à-vis d'investisseurs non européens la détention de salles. Nous pensons que, d'abord, nous avons la chance d'avoir en France des acteurs comme Jérôme Sédou, UGC, etc., des gens qui sont fortement attachés au cinéma. Nous ne voyons pas de stratégie d'acteurs non européens qui voudraient capter, préempter un certain nombre de salles. Et le vrai problème, il est double. C'est d'abord
plutôt un problème d'aménagement du territoire, maintenir ce réseau unique que nous avons en France de salles indépendantes, de salles AREC, de salles subventionnées par les municipalités, qui sont un moyen formidable pour les Français d'avoir accès à une diversité d'œuvres. Mais ça, c'est plus un problème d'aménagement du territoire que de détention des salles. Et deux, il faut protéger, oui, si des acteurs non européens voulaient, par le biais de la détention capitalistique de salles, influer sur la nature des œuvres, en disant on ne projettera pas dans ce cinéma tel type d'œuvre, etc., les engagements de programmation dont j'ai parlé sont la meilleure réponse, puis qui s'appliqueront à tous, quel que soit le propriétaire du cinéma. À l'inverse, sur les catalogues de films, là, nous pensons qu'il y a quelque chose à faire. La France a, évidemment, par la très longue histoire du cinéma, des catalogues de films qui ont beaucoup de valeur patrimoniale, évidemment, et importante pour la politique culturelle. Et le risque serait que ces catalogues soient achetés, notamment par des acteurs extra-européens, non pas forcément pour les thésauriser, mais pour se les réserver, ou en tout cas rendre plus difficile l'accès des Français à ce catalogue de films qui appartient à leur histoire et à leur patrimoine. Alors, le législateur s'est penché sur cette question en octobre 2021 et nous proposons de justifier cette intervention législative en permettant effectivement, dans certains cas, au pouvoir public de s'opposer à la cession de catalogues de films en les centrant sur les films français et européens, en prévoyant un délai d'opposition qui soit plus court que celui qui existe aujourd'hui et en sanctionnant de manière plus ferme, plus dissuasive les cessionnaires qui ne respecteraient pas ces obligations de notifier au pouvoir public leur intention de céder ce catalogue. Voilà, j'ai été trop long, Madame la Présidente, mille pardons, mais je voulais résumer ces 100 pages de rapport qui témoignent d'une approche, je l'espère, équilibrée, qui déplace les curseurs de la régulation, mais reconnaît le bienfait de cette intervention publique et propose, encore une fois, sur certains points, de l'aménager. Merci, Monsieur Lasserre, pour ces propos liminaires qui, en effet, ont balayé l'ensemble du rapport et nous ont fait un beau panorama, mais qui ont ouvert aussi beaucoup de questions, je suppose. Et enfin, moi, je sais que voilà, il y en a certaines que j'aurais envie de vous poser, mais je vais laisser mes collègues le faire. Et pour le premier, ce sera pour le groupe Renaissance, Quentin Bataillon. Merci, Madame la Présidente. Je voudrais avant tout remercier Monsieur Bruno Lasserre pour la qualité du rapport qu'il vient de rédiger sur le cinéma, sa régulation et ses nouveaux équilibres, ainsi que pour la présentation qu'il vient de nous en faire. Nous pouvons d'ailleurs nous réjouir, à quelques jours de l'ouverture du Festival de Cannes, d'apprendre que nos salles de cinéma ont retrouvé une affluence plus importante que celle avant la pandémie de Covid-19. Au cœur de ce riche rapport, mon intervention va se concentrer sur l'art et essai, dont vous venez juste d'aborder le sujet, avec un clin d'œil particulier pour le cinéma Le Méliès, dans ma ville de Saint-Étienne, qui fête ses 40 ans, mais qui a aussi été classé comme meilleur exploitant de cinéma en France cette année par l'excellente revue Le Film Français. Depuis les années 1960, la France protège en effet, et à juste titre, l'art et essai, ce certain cinéma, comme vous l'avez très bien précisé, qui se différencie par la recherche et l'exigence artistique. Pour ce faire, un système de soutien financier a été mis en place avec le CNC, sur base notamment d'un classement des cinémas dits d'art et essai via recommandation. Vous venez d'aborder le sujet de son classement. Doit-il, selon vous, être davantage exigeant en matière de diversité? Les pourcentages ne devraient-ils pas être rehaussés en ce sens? Comment peut-on davantage protéger les cinémas classés? De plus, plusieurs parties prenantes regrettent que ces recommandations favorisent les talents établis au détriment du renouvellement. Quel est votre avis à ce sujet? Comment le dispositif de visionnage peut-il être amélioré? Quel pilotage attendre du CNC quant à cette politique justement de recommandation? Ensuite, pouvez-vous nous préciser votre proposition d'intégrer au classement et au calcul des aides sélectives, je cite, une appréciation du potentiel commercial des films dont vous venez à l'instant de parler? Et enfin, comment améliorer, selon vous, l'attrait du cinéma d'art et essai auprès des jeunes cinéphiles? Merci beaucoup. Merci, Monsieur le député. Pour LFI NUPES, Sarah Legrain.
Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, Monsieur Lasserre, tout d'abord, j'aimerais vous remercier pour ce rapport très intéressant, notamment sur tous les enjeux de régulation du secteur du cinéma. La période de reprise post-Covid a mis en lumière la nécessité des engagements de programmation et qui se sont interrompus depuis 2019. Des films comme Dune, sorti en septembre 2021, ou plus récemment Avatar 2, sont des bons exemples. Sur ce dernier, Pauline Ginaud, déléguée générale de la CID, dénonçait des forts taux de multidiffusion. Certains complexes à 12 écrans proposaient le film dans 4 ou 5 salles différentes. Et certains distributeurs parlaient alors de méthodes dignes du Far West. C'est ce que vous soulignez dans votre rapport. Ces engagements sont nécessaires au pluralisme, à la diversité des œuvres. C'est en partie grâce à eux que le cinéma français résiste à l'offensive hégémonique états-unienne. Et vous allez assez loin. Vous parlez de conditionnalité, de sanctions. Quel rôle voyez-vous pour le médiateur du cinéma? Si vous me permettez de poursuivre la métaphore du Far West, ne serait-il pas temps de passer de rente-en-plan à shérif? Et en amont, lors des négociations qui mènent à ces engagements de programmation, comment garantir que les gros exploitants ne mettent pas un colt sur la tempe des petits distributeurs indépendants? Vous évoquez aussi le rôle du label Art et Essai dans la promotion de la diversité. Vous proposez des pondérations sous forme de bonus-malus, mais comment revoir l'attribution même de ce label quand on voit que Dune, encore un budget modique de 165 millions de dollars, est classé Art et Essai et permet aux exploitants d'obtenir la même aide supplémentaire que de petits documentaires confidentiels? Enfin, votre rapport n'aborde pas la question de la chronologie des médias et que partiellement celle de la concentration des structures. Je sais que ce n'était pas l'objet, mais ce sont quand même des questions qui agitent très fortement le secteur, qui sont intriquées aux enjeux de régulation que vous abordez. Donc j'aurais aimé avoir votre avis. Enfin, j'achève sur une question qui me tient à cœur. En ces temps d'inflation absolument historique, alors qu'on sait que le prix du billet est perçu, au moins perçu comme très élevé et qu'il est très inégalitaire selon les structures, ne pensez-vous pas qu'un encadrement de ce prix du billet permettrait de relancer la consommation populaire de cinéma, de le nombre d'entrées et de faire vivre aussi notre cinéma français? Merci Madame la députée. Pour les Républicains, Jean-Jacques Gaultier. Merci Madame la Présidente. Dans le pays qui a inventé le cinéma et qui reste un des premiers producteurs au monde, avec plus de 300 films tournés par an en France, nous conservons une filière forte, certes, mais fragile. Outre la concurrence des plateformes de streaming, mais qui peuvent être aussi facteurs de financement et de diffusion des œuvres, on le voit avec Ridley Scott et Amazon, ou Scorsese et Apple, c'est surtout évidemment le choc sans précédent de la crise sanitaire qui a impacté la filière. L'exception française, c'est un mode de financement qui a permis résistance et résilience avec, vous l'avez dit, une réascension du nombre de spectateurs, 170 millions sur les 12 derniers mois. On se rapproche petit à petit des 200 millions de moyenne. Le cinéma, c'est à la fois un art et une industrie. Ça touche à la création, ça permet à la langue française de voyager et de rayonner. On le verra encore au Festival de Cannes très, très prochainement. Je reviendrai sur 4 points du rapport. Premièrement, en ce qui concerne les abonnements et les cartes cinéma illimitées, je crois que vous avez raison de donner plus de liberté aux acteurs en proposant la suppression de l'agrément du CNC. Ça répond à une demande des consommateurs et il est important de reconquérir un public, notamment jeune, avec des offres commerciales attractives. Pour ce qui est de la protection des actifs culturels, vous avez raison également, il est légitime de protéger et de garantir l'exploitation suivie des œuvres financées par des fonds publics. La loi existe depuis 2021, encore peut-être faut-il qu'elle soit plus efficace et plus rapide. En ce qui concerne les engagements de programmation et de distribution, j'y suis favorable aussi, mais il existe un accord interprofessionnel depuis 2016 avec des engagements qui sont globalement respectés et suivis par le CNC. Attention à ne pas mettre trop de sanctions sur des salles de cinéma qui sont encore convalescentes et qui respectent en grande partie ces engagements. Enfin, en ce qui concerne les modifications du critère label art et essai, je suis réservé. De quoi parle-t-on? 50% des cinémas art et essai en France, 1200 salles, 18 millions de subventions totales, entre 1000 et 100 000 euros par salle. Nous avons donc déjà une progressivité des subventions et un durcissement des critères pourrait faire sortir du système 300 salles, essentiellement dans les villes moyennes. Il y a donc là un enjeu territorial à considérer. Merci, monsieur le député. Pour les démocrates, Laurent Esquenet-Gox. Merci Madame la Présidente. Monsieur Lasserre, je vous remercie pour votre propos introductif, de même que de votre optimisme en lien avec la capacité perpétuelle du grand écran à se renouveler. Car le cinéma était censé mourir. Après l'invention des cassettes dans les années 70, ceux qui les ont connus, après la création de Canal+ dans les années 80, après la création de la VOD dans les années 2000,
et avec l'avènement du streaming dans les années 2010, puis enfin après la pandémie du Covid-19. Or, les chiffres sont là et la fréquentation remonte à nouveau à des niveaux proches de 2019, qui était déjà, pour rappel, une des meilleures années du cinéma depuis les années 70. Ma question portera sur les enjeux du cinéma en zone rurale. Cette question est traitée dans votre rapport dans l'optique de la place accordée aux films d'art et essais en ruralité. Celle-ci est certes tout à fait essentielle, mais ne doit pas exclure les autres problématiques. L'accès à la culture en ruralité passe prioritairement par l'accès au cinéma de proximité, souvent municipaux ou associatifs. Or, les problèmes sous-jacents à l'exploitation de ces salles sont nombreux. Il y a tout d'abord celui de l'accès aux lieux de diffusion pour les ruraux, notamment pour les plus jeunes. Pensez-vous ainsi que le pass culture devrait permettre de prendre en charge les coûts de transport des plus jeunes? Dans une stratégie du aller vers, une incitation à la création de cinéma itinérant en zone rurale vous paraît-elle pertinente? Il y a ensuite la question du mode de gestion des cinémas ruraux, souvent associatifs. Ceux-ci font face à la même crise de recrutement des bénévoles que l'on constate dans la plupart des associations. Surtout, ces cinémas à l'équilibre économique fragile résistent difficilement à l'augmentation des tarifs de l'énergie et aux premières échéances des PGE. Pour y répondre, une augmentation de leurs tarifs vous semble-t-elle une solution dangereuse pour leur activité? Enfin, pensez-vous pertinent, dans le même mouvement de simplification des cartes d'abonnement que vous appelez de vos vœux, de permettre aux cinémas locaux de mettre en place un tel système d'abonnement? Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Pour les socialistes et apparentés, Iñaki Echaniz. Merci, Madame la Présidente. Monsieur Lasserre, vous soulevez dans votre rapport un enjeu sur lequel, en tant que député d'une circonscription majoritairement rurale, je ne peux que vous rejoindre. En effet, il est primordial de garantir la diversité des œuvres cinématographiques et leur diffusion sur l'ensemble du territoire. Si les multiplexes ont concouru à une augmentation globale de la fréquentation dans les cinémas, il faut reconnaître qu'ils ont dans le même temps capté une part importante des spectateurs et participé à une certaine uniformisation de l'offre. Cette tendance défavorable au cinéma indépendant s'est accrue par l'explosion des plateformes. Et là-dessus, la crise sanitaire est venue leur donner un coup d'arrêt. Depuis, en plus d'une baisse généralisée des entrées, on assiste à une chute de la diffusion des films d'art et d'essai du fait de leur modèle commercial fragile. Ainsi, aujourd'hui, beaucoup ne survivent plus que grâce à des bénévoles. Mais ces cinémas maillent encore bien tout notre territoire national. À titre d'exemple, dans mon département des Pyrénées-Atlantiques, ce sont 19 des 27 établissements actifs qui sont classés cinéma d'art et d'essai. Alors que dans la ruralité, l'accès à la culture est un enjeu de taille, il est plus qu'urgent de rapprocher les habitants des cinémas indépendants, qui sont des ressources culturelles précieuses par la pluralité de leur offre. Ne laissons pas les impératifs économiques prendre le pas sur des objectifs culturels, comme peuvent le constater les acteurs de ma circonscription. Ainsi, je ne peux que vous rejoindre sur la nécessité de soutenir la diffusion des œuvres sur tout le territoire. Je soutiens d'autant plus votre proposition de réserver une partie des plans de sortie aux petits établissements de zones rurales que c'est le gouvernement socialiste qui, en 2016, avait porté une telle obligation. Si votre mission conclut que ce dispositif doit désormais être inscrit dans la loi, je veux bien m'y engager à y travailler à vos côtés. Pour autant, je voudrais comprendre pourquoi votre mission n'a pas envisagé de revenir sur ce principe ancien qui autorise les distributeurs à déterminer les salles aptes à assurer la diffusion la plus large et la plus efficace des œuvres données afin de leur confier celles-ci par préférence, et ainsi avoir renoncé à consacrer un droit général d'accès aux films, tant revendiqué par les professionnels indépendants. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Pour Horizon et apparentés, Béatrice Bellamy. Merci Madame la Présidente. Bonjour Monsieur le Président. Je vous remercie pour votre participation aux travaux de notre commission. Cela nous permet de saluer la publication de votre rapport sur le cinéma et la régulation, ainsi que les propositions que vous portez. C'est un rapport attendu dans le contexte de reprise dans les cinémas de France, après quelques années compliquées, vous l'avez dit, et c'est un euphémisme. Nous nous souvenons des 300 jours de fermeture sur 2 ans durant la crise sanitaire. Nous assistons à un bouleversement culturel, à des changements de pratiques et d'habitudes, à des jeunes qui ne sont plus au rendez-vous des sorties du mercredi, au développement des plateformes. Depuis peu, les coûts de fonctionnement accrus des salles de cinéma obèrent leurs marges et leurs investissements. J'attends donc vos préconisations pour que le secteur cinématographique s'adapte à l'ensemble de ces mutations, comme il a toujours su le faire. Je souhaite également entendre votre analyse sur la situation particulière des centaines de cinémas d'art et d'essai, publics ou associatifs, soutenus par les collectivités. Avec l'ensemble de mes collègues du groupe Horizon et apparentés, nous sommes sensibles à la préservation et à l'adaptation de la filière cinématographique. C'est un enjeu de proximité
et de maillage culturel. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Pour les écologistes NUPES, Francesca Pasquini. Merci Madame la Présidente, merci Monsieur Lasserre. Votre rapport le dit, le cinéma peine encore à se remettre de la crise Covid. Pendant 300 jours de mise à l'arrêt, les salles de cinéma ont été fermées et les tournages interrompus par la décision du gouvernement de ranger la culture dans le panier des secteurs non essentiels de nos vies. Preuve qu'elle est essentielle, pendant ces 300 jours, les Français n'ont pas arrêté de voir et de revoir des films. Ils ont remplacé les sorties hebdomadaires ou mensuelles au cinéma par des séances de visionnage sur le canapé, en streaming à la demande. Le phénomène a été amplifié par la décision, justifiée alors par le contexte, du CNC d'offrir aux financeurs des œuvres la possibilité de les sortir sur les plateformes de vidéo à la demande sans perdre leur accès aux aides pour éviter l'embouteillage des films dans les salles à la réouverture de celles-ci. Les habitudes des cinéphiles ont été bousculées, tout comme la chronologie des médias qui régit les délais entre l'exploitation des films au cinéma et leur diffusion sur d'autres supports, avec l'objectif de limiter la concurrence entre eux. Prenant goût à cet avantage concurrentiel, les plateformes ont tenté de s'attaquer à cette chronologie, parfois avec pression et la menace de ne pas sortir certains blockbusters dans les salles de cinéma. Finalement, une nouvelle version de la chronologie des médias est signée le 10 février 2022. L'exclusivité de la distribution des films dans les salles de cinéma passe de 8 à 6 mois pour Canal+, de 36 à 15 mois pour Netflix, de 36 mois à 17 pour Amazon et Disney+, et de 30 mois à 22 pour les chaînes gratuites. Ma question est donc la suivante. Comment voyez-vous l'impact de ce raccourcissement de la chronologie des médias sur l'avenir du cinéma, tout particulièrement sur le cinéma d'auteur, dont le public a manqué à l'appel du retour en salle en 2022 et dont le modèle économique se conjugue mal avec la volonté d'exclusivité des plateformes? Merci. Merci, Madame la députée. Pour GDR NUPES, Frédéric Maillot. Bonjour, merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, je voudrais tout d'abord remercier Monsieur Lasserre pour son exposé, son rapport. Effectivement, l'avenir du cinéma nous préoccupe toutes et tous. Et si la problématique n'est pas nouvelle, nous nous posions déjà la question de la survie du cinéma au moment de l'émergence de la télévision. Celle-ci se pose avec une urgence à la sortie de la crise Covid. Je ne reviens pas sur les chiffres de fréquentation en baisse et la cascade de conséquences que cela entraîne à tous les niveaux, ni sur les facteurs explicatifs. Je fais cependant une première ainsi sur les prix des billets, car même si il est dit que celui-ci augmente relativement moins vite que les autres produits, il constitue cependant un frein important pour les usagers occasionnel du cinéma. Et quand bien même le prix du billet augmente moins vite que l'inflation, l'arbitrage au sein d'un panier de consommation se fait au détriment de l'entrée au cinéma, donc il y a un vrai sujet sur le prix. Ma première question est donc, au-delà des cartes illimitées, comment aller chercher les utilisateurs et les utilisatrices dits occasionnels qui n'ont plus le réflexe d'aller au cinéma en utilisant le levier prix? Ma deuxième interrogation porte sur les salles de cinéma. Vous avez expliqué dans votre rapport l'articulation entre le principe de libre circulation des capitaux et la limitation très encadrée qui peut être au niveau du droit de l'Union européenne. Vous expliquez que la régulation dans le rachat des salles pour éviter un accaparement par des groupes extra-européens n'apparaît pas pertinent. La menace existant, pas vraiment. Pouvez-vous développer ce point, car il m'apparaît pas aberrant de se prémunir contre ce risque par des mécaniques spécifiques. Enfin, comment envisagez-vous le rôle du médiateur du cinéma, régulateur ex post du secteur, et notamment une éventuelle évolution de ses fonctions dans la loi? Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. Pour le groupe Lyotte, Béatrice Descamps. Madame la députée, voilà, appuyez. Non, mais c'est pas rouge. Voilà, c'est bon. Voilà, maintenant. Oui, merci beaucoup. Recommencer depuis le début, ce sera plus simple. Merci. Merci, Madame la Présidente. Donc, Monsieur Lasserre, je souhaitais vous remercier, moi aussi, pour l'éclairage qu'apporte votre rapport sur l'état actuel du cinéma en France, de l'auteur au consommateur, en passant par le producteur, le distributeur et l'exploitant. Il est vraiment indispensable d'avoir à l'esprit la chaîne d'acteurs pour appréhender les problématiques que le cinéma traverse aujourd'hui.
Crise sanitaire, émergence du streaming, hausse des prix de l'énergie affectent fortement le cinéma, tant du côté de son industrie que du côté de sa fréquentation, même si, vous l'avez dit, certains points et certains chiffres positifs ne doivent pas être niés. Je voulais aborder surtout avec vous le sujet de la programmation, mais vous avez répondu amplement à mes questions dans vos propos liminaires et je vous en remercie. Au-delà du décrochage de l'audience, pensez-vous que le cinéma entre dans une nouvelle ère où un modèle propre est à réinventer ? Quel rôle attribuez-vous à la redevance TV quant au financement indirect de bon nombre de films ? Quel peut être, selon vous, le rôle du législateur quant à l'accès au cinéma pour tous, particulièrement pour les jeunes de nos territoires ruraux ? Je vous remercie. Merci Madame la députée. Pour le Rassemblement national, Sophie Blanc. Merci Madame la Présidente. Cher monsieur, après une période de pandémie difficile pour le secteur cinématographique, je souhaite d'abord me féliciter que la fréquentation reparte à la hausse. Néanmoins, de nombreuses salles sont encore confrontées à plusieurs défis, notamment économiques, face à la flambée des prix de l'énergie et aux nécessités de remboursement des prêts garantis par l'État. De plus, elles doivent faire preuve de toujours plus d'attractivité en se modernisant aussi bien au niveau des écrans que de la sonorisation et de l'ergonomie des fauteuils. Il y a quelques jours, le président de la Fédération nationale des cinémas français, qui était auditionné par le groupe d'études sur le cinéma et la production audiovisuelle, nous expliquait que 20% des films disparaissaient après leur programmation en salle. Alors, quel est votre avis sur ce chiffre et quelle est votre explication ? Vous parlez dans votre rapport de la richesse du maillage de salles sur les territoires, mais vous omettez que de nombreux territoires sont dépourvus de salles de cinéma. On parle souvent des déserts médicaux, mais il y a aussi des déserts cinématographiques, et donc comment y remédier ? Concernant le système des aides à la production, on sait que les plateformes étrangères sont soumises à un financement obligatoire de la production française via le décret SMAD, mais toutes les plateformes respectent-elles leur engagement de financement ? De plus, considérez-vous que le cinéma français soit trop dépendant des investissements de Canal+, quand on sait que Canal représente à lui seul 50% de l'investissement dans le secteur, avec près de 200 millions par an ? On peut également s'interroger sur le mécanisme financier qui permet à des investisseurs étrangers, notamment américains, de rapatrier à Wall Street des bénéfices obtenus par leur participation à des sociétés de production françaises qui perçoivent d'importants financements publics. Nous avons besoin d'une production cinématographique nationale forte et indépendante pour préserver notre exception culturelle française et affronter notamment la concurrence américaine. Je vous remercie. Merci Madame la députée. Monsieur Lasserre, c'est à vous pour cette première série de questions, pour les réponses. Et ensuite, mes collègues continueront. Merci beaucoup, Madame la Présidente, et merci à Mesdames et Messieurs les députés qui ont posé ces questions très stimulantes, très intéressantes. Je vais essayer, si vous me permettez, de les regrouper pour ne pas répondre à chacune d'entre elles, mais plutôt grouper les thèmes sur lesquels elles portent. Alors d'abord, une remarque d'humilité. Moi, je n'ai aucune légitimité dans le monde du cinéma. Je suis un juriste qui a occupé différents postes dans la République, mais c'est un peu par hasard qu'on m'a confié cette mission, parce que en 2008, un premier rapport avait porté sur cinéma et concurrence, et comme j'ai présidé pendant 12 ans l'autorité de la concurrence, on a pensé que je pouvais être utile pour articuler mieux les règles du marché et les règles destinées à protéger en quelque sorte la diversité culturelle du cinéma. Et comme personne qui ne connaît que ce qu'elle travaille, eh bien, dans la mesure où la lettre de mission ne portait pas sur toute une série de problématiques que certaines questions ont abordées, le financement de la création, la chronologie des médias, c'est un autre rapport qu'il faudrait faire. Et ces sujets le méritent en tant que tels. Mais moi, je n'aurais pas la prétention de dire qu'au regard de ce que nous avons fait, nous pouvons apporter un diagnostic précis sur toutes ces questions. Il faut les expertiser en tant que telles, procéder comme nous l'avons fait à des auditions, à une remise à plat, et ça pourrait être l'objet d'une autre mission. Mais en tout cas, moi, je ne me sens pas légitime pour faire des propositions ou des critiques sur ces différents sujets, même si, évidemment, ils sont tous liés. Alors, un certain nombre de questions. D'abord, il faut quand même aussi regarder les choses en face. Le cinéma retrouve aujourd'hui son dynamisme, et c'est bien.
Mais le modèle économique des plateformes n'est pas si évident que cela. Et nous voyons du côté des plateformes beaucoup de tâtonnements. Certaines plateformes ont testé la projection en première exclusivité de films qui autrefois étaient exposés en salle. On s'aperçoit que ça n'est pas évident parce que ce qui fait la notoriété des films, c'est quand même l'exposition dans les salles. Et même la publicité que font les plateformes de streaming ne se substitue pas à cet effet de réputation, de notoriété que confère l'exposition en salle. Donc le modèle des plateformes n'est pas assez évident que ça. Et on voit surtout que ce qui fait aujourd'hui l'attractivité des plateformes, c'est plus les séries que les films. Il faut avoir des films dans sa grille pour intéresser, fidéliser les spectateurs. Mais en réalité, ce qui fait la vraie valeur ajoutée des plateformes aujourd'hui, ce sont plus les séries que les films. Alors, je réponds globalement à une première série de questions qui portent sur la gouvernance publique, je dirais, le rôle du CNC, le rôle de la médiatrice du cinéma. Nous pensons que le CNC est quelque chose d'important, d'intéressant, une administration relativement autonome, qui est à la fois une administration centrale, mais aussi un organisme disposant d'une certaine autonomie pour gérer des montants financiers importants et en toute transparence, mais aussi un régulateur qui ne dit pas son nom. Ce qui manque peut-être aujourd'hui, et notre rapport essaie d'y contribuer, c'est une véritable doctrine. Quels sont les objectifs que l'on recherche et comment associer les différents outils à la poursuite de ces objectifs. Et dans le rapport, vous verrez une page qui essaie de lister les objectifs de politique publique auxquels on peut penser et qui associe à chacun de ces objectifs les outils listés dans le rapport. Il faut, de ce point de vue-là, avoir une doctrine plus claire, distinguer aussi, et j'en viens au rôle du médiateur du cinéma dans le Far West que vous dénonciez. Je crois qu'il y a une place pour la régulation qu'on appelle ex ante, c'est-à-dire des règles générales qui s'appliquent à tous les acteurs, qui doivent être suffisamment plastiques pour tenir compte des particularités des différentes zones. Il peut y avoir des zones dans lesquelles il existe un monopole. Et dans ce cas-là, comment faire s'il n'y a qu'un cinéma? Voilà. Est-ce que cette situation ne doit pas être prise en compte de manière plus particulière? Il y a des situations locales aussi différentes. Bon. Donc, il y a à la fois des règles générales, ex ante, qui doivent être suffisamment souples et plastiques, et puis l'intervention ex post du médiateur, et c'est ça sa valeur ajoutée, pour résoudre en quelque sorte tous les litiges qui peuvent naître au plan local. Pourquoi telle salle n'a pas accès à tel film, par exemple, débloquer en quelque sorte des impasses, débloquer des différends qui peuvent naître entre les différents acteurs de la chaîne verticale. Et il me semble que le médiateur, dont les moyens devraient d'ailleurs être renforcés, doit se recentrer sur la résolution ex post des litiges locaux, ponctuels, qui peuvent naître, et de ce point de vue-là, son rôle est très utile. Alors, les deuxièmes questions portent sur la programmation, et d'une certaine manière, j'ai senti dans les interventions des uns et des autres plutôt un soutien à l'idée que nous avons émise de rendre plus crédibles, plus efficaces ces engagements de programmation en associant leur non-respect à des sanctions plus claires, plus prévisibles, et donc des sanctions financières, même si, et je réponds à M. Gauthier, si le niveau des engagements doit être laissé au dialogue entre les exploitants et le CNC, et là aussi, il faut tenir compte de certaines situations locales. Il peut y avoir des zones de monopole dans lesquelles cette question de la programmation revêt une importance essentielle parce qu'il n'y a pas d'alternative à la salle. Et inversement, il y a des zones, et je pense notamment dans les grandes métropoles, où se sont développées des salles premium, des salles dans lesquelles les opérateurs ont investi des sommes importantes pour l'ergonomie des fauteuils, la qualité de la projection, etc. L'expérience, en quelque sorte, vécue en salle. Et compte tenu de ces investissements, on peut imaginer aussi mutualiser les engagements de programmation
entre différentes salles appartenant en quelque sorte au même groupement. Là aussi, nous envisageons une certaine souplesse. J'en viens maintenant à la question économique que beaucoup d'entre vous ont abordée, notamment la question du prix. Oui, le prix peut être un obstacle à la fréquentation accrue des salles. Et les Français le signalent quand ils sont interrogés sur les raisons pour lesquelles ils vont moins au cinéma. Ils citent en deuxième ou troisième lieu le prix. C'est vrai que pour une famille, acheter 4 billets de cinéma pour une soirée, ça peut être assez cher. Mais vous avez eu raison, madame, de dire le prix perçu plus que le prix payé. Parce qu'en réalité, les Français ont une perception du prix de l'entrée au cinéma qui est plus élevée que celle qu'ils payent réellement. On a pris l'exemple dans notre rapport, et c'est quelqu'un qui nous avait fait cette remarque lorsque nous l'avons auditionné. Nous avons dit, c'est l'inverse du low-cost aérien. Quand vous achetez un billet low-cost aérien, vous êtes sensible au prix d'appel, et vous apercevez qu'en payant toute une série d'options, le bagage, l'enregistrement plus rapide, etc., vous payez un prix réel plus élevé que le prix que vous avez perçu. Pour le cinéma, c'est l'inverse. Les gens ont le cinéma que le prix est cher et citent évidemment les prix parisiens qui sont au-dessous de 12, 14, voire 17 ou 18 euros, alors que le prix moyen payé en France est autour de 7 euros, grâce notamment, évidemment, au réseau incomparable des salles ARSC, des salles municipales, des salles associatives qui pratiquent des prix beaucoup plus bas. Mais je ne crois pas, honnêtement, que la solution soit dans le blocage ou l'encadrement des prix par le pouvoir public. Au contraire, nous sommes quand même dans une économie où il faut donner de la liberté aux acteurs pour adapter leurs tarifs à la nature du public, à leur segmentation. Et donc, je pense que c'est à eux de prendre leurs responsabilités de ce point de vue-là. Les pouvoirs publics, ils doivent se concentrer sur la rémunération des acteurs amont, faire en sorte que le partage des recettes soit équitable et transparent, de manière à rémunérer équitablement les acteurs amont de la filière du cinéma. Alors, vous avez tous insisté, et je ne peux qu'aller dans votre sens, sur la chance que nous avons en France d'avoir ce réseau incomparable de salles ARSC, de salles associatives, de salles municipales, qui ont été, et je voudrais leur rendre hommage, très résilientes dans la crise sanitaire. Car finalement, ceux qui ont le plus souffert, ce sont les multiplexes commerciaux. La fréquentation des salles ARSC, associatives, municipales, a été plus résiliente pour plusieurs raisons. D'abord parce que le public y est fidèle, il y a une espèce d'affection pour cette salle, et vous avez cité le Méliès à Perpignan, mais on pourrait en citer beaucoup d'autres. Pardon ? À Saint-Étienne. À Saint-Étienne, qu'est-ce que je dis ? Non, c'est le Castellet, pardonnez-moi, à Perpignan, pardonnez-moi. Mais on pourrait en citer beaucoup d'autres, pour lesquels il y a une véritable affection du public pour la salle. Et il y a eu aussi, et là je réponds aussi à vos questions, comment fidéliser le public, il y a eu les bienfaits du Pass Culture qui a solvabilisé quand même la demande pour les plus jeunes, et le fait qu'on y ait inclus le cinéma a été un facteur de dynamisation évidemment de la fréquentation par les plus jeunes, mais aussi, et je voudrais saluer l'effort, les salles ARSC, les salles indépendantes, les salles associatives ont aussi beaucoup investi dans ce que j'appelle l'animation culturelle. C'est-à-dire que tenir un cinéma, c'est pas seulement programmer des films, c'est aussi organiser des débats, prolonger, finalement discuter, inviter le public à rencontrer le réalisateur, à débattre d'un sujet de société que porte tel ou tel film, à débattre. Et c'est aussi le rôle citoyen du cinéma que d'ouvrir le public à des problématiques de société, des problématiques générales, inviter à réfléchir ensemble, à débattre, à discuter, faire prévaloir l'esprit critique. Et cette animation culturelle, elle est payante parce qu'elle fidélise aussi le public autour d'événements, encore une fois, organisés autour du cinéma. Alors, je voulais saluer aussi les élus qui jouent un rôle important
dans le maintien de ces salles, par leur subventionnement, par la mise à disposition, souvent à des tarifs avantageux de locaux qui sont essentiels au maintien de ce réseau. Et donc, vous, élus, jouez évidemment un rôle très important dans le maintien et l'animation de ce réseau. Nous y avons contribué par une réflexion, et je voudrais revenir sur ce point parce que beaucoup de questions ont porté sur cette problématique, par la question du classement art et essai. Et vous le savez, il y a un lien entre classement des salles au titre de l'art et essai et recommandation des films art et essai. Alors, beaucoup de questions ont été posées sur la gouvernance pour l'attribution du label art et essai pour les films. Nous, il nous a semblé qu'il ne fallait pas trop toucher à la gouvernance, à la façon dont sont visionnés ces films, même si on pourrait imaginer d'autres systèmes. C'est un système qui marche et qui finalement associe un grand nombre d'acteurs de l'industrie à ce visionnage. Nous n'avons pas estimé utile de revoir de fond en comble cette question de la gouvernance. À l'inverse, et je voudrais préciser notre pensée, nous allons dans le sens de ce que certaines ou certains d'entre vous ont dit. Peut-être n'est-il pas nécessaire que des films américains comme Dune ou systématiquement les Woody Allen et Almodovar soient classés art et essai. Parce que avec eux, on est certain que le succès commercial sera là. Et donc, ce que nous proposons, c'est de maintenir essentiellement la recommandation art et essai et le classement des salles art et essai autour de la nature des œuvres, c'est-à-dire l'exigence artistique, la qualité artistique, la revendication d'un film d'auteur, la recherche dont elle témoigne, et donc des critères liés au contenu, mais de combiner ces critères avec des critères plus économiques, parce qu'il est clair que des films comme les Almodovar, les Woody Allen ou les Dune, voilà, indépendamment du fait qu'ils sont des films d'auteur par leur contenu, eh bien, ont un succès commercial quasiment garanti parce que leur auteur, le nom de leur auteur, est une condition même de leur succès. Et donc, nous pensons que lorsque le film bâtit, construit un plan de sortie très ambitieux, et par exemple autour de 400 ou 500 écrans qui vont être, ou établissements, qui vont être conçus dans le plan de sortie, ces films ont moins besoin de l'aide publique que d'autres. Et donc, il faut concentrer l'aide publique sur les films pour lesquels le succès commercial, au regard du plan de sortie envisagé, est le moins garanti. Et donc, c'est dans la pondération des critères que nous proposons d'agir. Alors, nous n'avons pas, je dirais, une équation définie de manière définitive les modalités de cette pondération, mais nous avons cité quelques exemples de plans de sortie au-delà desquels, eh bien, il y aurait une pondération moins favorable à ces films pour le classement art et essai. Je regarde si j'ai répondu à l'ensemble de toutes les questions. Alors, sur le maintien des cinémas en zone rurale et la question des actifs culturels stratégiques, soyons clairs, ce ne sont pas les Américains ou les Chinois ou les Japonais qui vont acheter les salles de cinéma dans les zones rurales ou dans les petites villes françaises. Donc le risque, il n'est pas là. Il n'est pas là. C'est plus, au contraire, le rôle des élus, des municipalités, voilà, l'engagement des bénévoles ou de gens passionnés par le cinéma qui sont la condition du maintien de ces réseaux très, très importants. De manière générale, nous, alors que, évidemment, on peut s'interroger sur la succession des acteurs. Le président de Pathé n'est plus tout jeune, UGC non plus. CGR a été mise en vente, nous ne savons pas si aujourd'hui, et ce réseau de salles sera toujours en vente. Donc il y a des questions sur la succession. Qui prendra la succession de ces acteurs très investis dans le cinéma? Auront-ils la même affection pour le cinéma ou une vision plus économique ou plus commerciale? Mais je prends un exemple à Paris. Vous connaissez, alors je connais le Méliès de réputation, grâce à vous, monsieur le député, mais moi je connais La Pagode à Paris, qui est aussi une salle emblématique, une salle mythique. Eh bien, c'est un acteur américain qui a accepté de dépenser 15 millions d'euros
pour le rénover et ouvrir une salle supplémentaire. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'acteurs français qui auraient été prêts à faire le même chèque pour le faire. Donc, vous voyez, la réponse en disant il faut bloquer ou rendre plus difficile l'acquisition par des acteurs non européens de salles de cinéma, je ne suis pas sûr qu'ils répondent à l'objectif poursuivi et que ce soit la vraie réponse à un problème qui relève plus de l'urbanisme, de l'aménagement du territoire et des incitations en quelque sorte économiques. Voilà, en vous priant de me pardonner si je n'ai pas répondu à l'intégralité des questions, mais je voulais vraiment vous remercier très profondément de l'intérêt que vous avez apporté à notre présentation. Et voilà, comme je l'ai dit, certaines propositions relèvent de la loi et je me félicite de l'écoute que vous avez témoignée ce matin à l'égard de certaines de ces propositions. Mais rassurez-vous, ce n'est pas terminé. Voilà, parce qu'il y a encore une petite quinzaine de collègues qui ont envie de prolonger le débat et de vous poser encore des questions. Notamment, je suppose que sur le maillage territorial et sur le cinéma RSC, vous y avez bien répondu, mais je suis sûre qu'il y aura encore des questions par rapport à cela. Donc, je vais vous laisser la parole à Céline Calvez. Voilà, Merci Madame la Présidente. Monsieur Lasserre, nous avons compris que vos préconisations portent sur l'aval. Entre l'amont et l'aval, il y a quand même le distributeur. Alors si dans votre rapport, vous ne préconisez pas de changement sur le système de partage de valeur entre distributeurs et exploitants, j'aimerais quand même vous donner l'occasion, si vous le souhaitez, de pouvoir parler peut-être d'une réforme ou des aménagements possibles entre les distributeurs et les producteurs. Les distributeurs étant à la clé de l'amont et de l'aval. Et puis j'avais une deuxième question en vous écoutant, qui était davantage sur la diversification des activités de cinéma. On a dans les cinémas bien sûr des films, mais on peut avoir aussi des propositions de conférences ou d'activités annexes. Ne pensez-vous pas que nous pourrions encourager les exploitants de cinéma à programmer autre chose que les films, je pense notamment aux séries, pour pouvoir avoir cette attractivité par rapport à un public qui les a découverts ailleurs sur les plateformes. Je vous remercie. Merci Madame la députée. Philippe Ballard. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur Lasserre, mes chers collègues, l'introduction de votre rapport décrit le consensus français sur la nécessité de préserver l'industrie du cinéma à la française, comme l'on dit, face aux mastodontes, notamment américains. La suite devient moins consensuelle quant aux mesures à prendre pour préserver cette exception culturelle. Nous pouvons citer aussi bien les suites de la pandémie que l'émergence des fameuses plateformes aux moyens financiers, on le sait, considérables, dans les bouleversements qui touchent cette industrie. Alors, plus de régulation ou bien plus de marché? Votre rapport déroule 13 propositions en tentant de faire une synthèse de ces deux positions de régulation et de l'impératif de marché, d'où la question. Pensez-vous que cet écosystème économique qui consiste à faire coexister une sorte de protectionnisme culturel et exigence de rentabilité du secteur puisse durer dans le temps? Merci. Merci, Monsieur le député. Fabienne Colbock. Merci, Madame la Présidente. Monsieur Lasserre, je vous remercie pour votre rapport qui met en lumière les nécessaires évolutions de la régulation du cinéma. Dans votre rapport concernant les catalogues de films, vous préconisez que la garantie d'exploitation suivie des œuvres à la suite d'un rachat pourrait être ajustée en accélérant l'instruction des dossiers tout en renforçant les sanctions. Or, vous le savez, le CNC a affirmé souhaiter soumettre à autorisation préalable les ventes de catalogues à des acheteurs étrangers. Cependant, le Conseil d'État a rendu un avis à l'encontre de cette proposition. De cette façon, comment envisagez-vous l'évolution des ventes de catalogues français et comment les sanctions préexistantes pourraient-elles évoluer? Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Idir Momerti. Bonjour, Monsieur Lasserre. À la lecture de votre rapport, je suis interpellé par l'absence de traitement d'un sujet capital, la concentration dans l'industrie cinématographique. Selon un rapport de l'avocat spécialiste en droit de la concurrence, M. Kopp, et publié en 2016 à la demande de la filière indépendante, elle est de plus en plus forte et la numérisation croissante de l'offre ne fait que conforter ces constats. La situation actuelle est celle de la détention majoritaire des parts du marché par 3 sociétés d'exploitation au détriment des sociétés indépendantes.
Toutefois, la concentration de l'exploitation cinématographique aux mains de quelques propriétaires qui ont pour certains l'ambition d'introduire en bourse leur société, à l'instar du groupe Pathé, pose des sérieux risques sur la diversité culturelle. De fait, la capitalisation en bourse appelle nécessairement à répondre à l'appel de la rentabilité à court terme. Donc ma question est la suivante. En quoi les mesures d'engagement de programmation prévues dans votre rapport sont-elles suffisamment dissuasives et protectrices de la diversité culturelle et d'un cinéma indépendant ? Merci, monsieur le député. Alexandre Portier. Merci, madame la présidente. Merci également, monsieur Lasserre, pour votre présentation. L'arrivée des plateformes de streaming a eu un impact sur les fréquentations cinématographiques qui étaient en hausse de 20% de 2007 à 2011. Et depuis 10 ans et l'arrivée de concurrentes numériques, une stagnation est apparue avec des résultats oscillant entre 193 et 213 millions d'entrées sur la dernière décennie. Cette situation s'inscrit aussi dans un contexte plus global de multiplication des sources de divertissement, comme vous l'avez rappelé, et donc d'une réduction de la part du budget accordé au cinéma. Pensez-vous aujourd'hui que des partenariats entre plateformes et cinéma soient possibles, que ce soit par exemple avec des productions Netflix ou autres sur grand écran, des exclusivités, des avant-premières, ou en imaginant encore des abonnements offrant à la fois le service cinéma et le service plateforme pour imaginer de nouvelles combinaisons. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Bertrand Sort. Merci Madame la Présidente. Je tenais à mon tour, Monsieur Lasserre, à vous féliciter pour ce rapport très complet et très instructif sur la situation du cinéma en France. Ma question portera sur vos premières préconisations, celles relatives à la simplification de l'encadrement des formules d'accès illimité au cinéma, dispositif créé dans les années 2001. 2 formules principales existent aujourd'hui, elles sont exploitées par UGC et Pathé. À cet effet, vous souhaitez que cet encadrement soit simplifié et que l'agrément du CNC pour ces cartes soit supprimé, tout en conservant les 2 garanties existantes, la première permettant au cinéma indépendant de s'y affilier et la seconde de conserver un tarif de référence tout en améliorant la transparence de ce dernier. Aussi, je souhaiterais savoir quels sont les objectifs poursuivis par ce souhait de simplification. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Géraldine Bagné. Oui, je reviens comme notre député sur les propositions 11 et 12. Votre rapport préconise le renforcement de la sélectivité de la RSA sans abandonner l'ambition universaliste de ce système. Il existe de fait un art et essai, disons, généraliste, tel que nous l'avons typiquement en Mayenne, avec des salles indépendantes classées art et essai qui offrent une programmation diversifiée et plus large afin de répondre aux attentes de tous les publics. Sans ces salles qui proposent des films exigeants à côté de films à vocation plus populaire, le public de nos territoires ruraux et de petites villes et villes moyennes serait condamné à se rendre dans les multiplexes des grandes villes les plus proches où une programmation standardisée leur serait proposée. Nos salles qui dépassent de peu les critères minima craignent une exclusion du dispositif art et essai par un durcissement des critères qui pourrait avoir pour conséquence un renoncement à cet effort et la diminution de l'offre art et essai. Vous avez parlé de pondération des critères qui favoriserait un art et essai, disons, plus pointu, mais je voulais vous faire part de ces inquiétudes dans notre département rural. Merci, madame la députée. Fatia Keloa-Hachi. Oui, merci Madame la Présidente. Je souhaite aussi à mon tour remercier Monsieur Lasserre pour la présentation riche de son rapport. Et ma question se rapproche un peu de celle de Madame Bagné, de ma collègue. Je voudrais revenir aussi sur les propositions concernant le cinéma d'art et d'essai. Pour inciter à la diffusion des œuvres considérées comme les plus exigeantes, vos propositions 11 et 12 préconisent de mettre en place un système de bonus-malus dans l'obtention des subventions publiques, en fonction de la part des films les plus risqués qui sont intégrés dans la programmation. Avez-vous une estimation aujourd'hui du nombre de cinémas qui seraient concernés par un malus si cette proposition était mise en place? Et même question pour les établissements concernés par un bonus. Car en effet, si le budget économisé par les malus ne couvrait pas le bonus, cela pourrait représenter une baisse de l'aide apportée par les pouvoirs publics au cinéma d'art et d'essai. Je vous remercie pour votre réponse. Merci, madame la députée. Agnès Carrel. Merci, madame la présidente. Merci, monsieur Lasserre, pour vos propos. Votre rapport fait des propositions en faveur de la diffusion cinématographique sur l'ensemble du territoire, car il n'existe pas aujourd'hui d'engagement imposé aux distributeurs par la voie législative ou réglementaire. Un accord interprofessionnel de 2016 visait à favoriser l'accès des salles aux œuvres d'art et d'essai grâce à un plan de sortie suffisamment important, en réservant une partie aux petites villes et zones rurales. Le premier bilan fait de ce seul engagement par le CNC pour les années 2017 et 2018 révélait qu'il n'avait pas été généralement suivi.
plus de 40% des œuvres entrant dans son champ ne le respectant pas pour chacune des 2 années concernées. La diversité de la diffusion cinématographique sur l'ensemble du territoire est importante pour l'accès à la culture pour tous nos concitoyens. Nous savons tous ici que l'éloignement culturel est difficile à vivre pour certains de nos administrés. Quelles mesures proposez-vous pour permettre à tous les genres cinématographiques d'être diffusés le plus largement possible dans l'ensemble de nos circonscriptions, dans des salles qui se maintiennent tant bien que mal? Merci. Merci, Madame la députée. Carl Olive. Madame la présidente, monsieur Lasserre, chers collègues, comme bon nombre de nos compatriotes, je suis un amateur de production française et je salue l'incroyable industrie du cinéma français qui, dans sa diversité de ses productions et de ses salles sur tout le territoire, sait capter un public hétéroclite de toutes les générations. Monsieur Lasserre, je rencontrais ce vendredi les responsables UGC à Plaisir, dans ma circonscription des Yvelines, pour préparer ces auditions. Si de nombreux éléments m'ont été apportés, je pense notamment à leur envie de transition écologique, notamment sur le changement des projecteurs, avec l'envie de déblocage plus rapide, notamment des aides de la CNC. Je retiendrai aussi celui du modèle français des salles de cinéma et des abonnements pour les spectateurs. Les professionnels du secteur m'ont évoqué un archaïsme du système actuel et une entrave face aux efforts entrepris par les circuits des salles pour moderniser leurs offres commerciales et ainsi attirer les nouveaux spectateurs, comme l'a rappelé mon collègue Sor. Monsieur Lasserre, quelles solutions voyez-vous pour permettre aux salles une plus grande liberté dans la mise en œuvre des offres commerciales pour attirer et fidéliser le public français et continuer pour les salles d'investir? Merci, Monsieur le député. Isabelle Périgot. Merci Madame la Présidente et merci Monsieur Lasserre pour votre rapport. Alors vous l'avez rappelé, l'une des forces du cinéma français est sa grande diversité et la place laissée au cinéma d'art et d'essai, même si, comme le souligne votre rapport, sa définition est parfois interprétée de façon trop large. Dans votre rapport, vous proposez, je cite, « pour améliorer la crédibilité des engagements de programmation, même s'ils peuvent déjà faire l'objet de sanctions, et assurer que le financement public du cinéma soit conditionné au respect des règles du jeu professionnel, il est proposé de conditionner les aides publiques des exploitants au respect des engagements de programmation. » Et à cet instant, je pense au cinéma art et d'essai de ma circonscription dans une toute petite commune rurale, Mont-Saint-Montois. Et oui, ne craignez-vous pas que cette préconisation favorise une forme de censure qui pourrait pousser les pouvoirs publics à conditionner l'octroi de ces aides à la non-diffusion de certains films qui pourraient être jugés contraires à la doxa en vigueur et par conséquent favoriser une certaine catégorie de films, notamment dans le classement art et essai déjà fortement sous l'influence d'une certaine idéologie. Pourriez-vous donc nous préciser votre proposition? Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Anne Bruniera. Oui, merci Madame la Présidente, merci Monsieur Le Serre. L'industrie du cinéma, jusqu'alors bien portante, est aujourd'hui affaiblie. Les aides publiques ont été massives pour répondre aux problématiques sanitaires entre 2020 et 2022 et c'était bienvenu. Mais il est nécessaire de repenser aujourd'hui l'octroi des aides publiques dans un contexte bien différent, ce qui correspond à l'initiative globale du rapport que je salue aujourd'hui. Dans quelle mesure conditionner les aides publiques au respect d'engagements de programmation et donc contraindre des cinémas déjà en difficulté? Votre rapport souligne l'exceptionnelle diversité des programmes du cinéma français, que je tiens à souligner et à remercier aujourd'hui effectivement tous les acteurs et les acteurs au sens large et tous les professionnels du cinéma français. Mais a-t-on réellement besoin d'un durcissement de l'octroi des aides de l'État? Ne peut-on faire en sorte que les fonds concernés soient directement assignés à des fins promotionnelles, à rendre l'offre commerciale plus attractive en réponse aux séquelles qui ont été laissées par la crise du Covid? Je vous remercie. Oui. Emmanuel Antoine. Merci Madame. Merci Madame la Présidente. Je souhaiterais revenir sur cette préservation de la singularité du cinéma tricolore et pour reprendre vos termes, cette question des achats prédateurs par des entreprises extra-européennes de catalogues de films et de cinéma. Vous avez relevé à juste titre que ces actifs nécessitent une attention particulière. Et l'épisode récent de la vente avortée du réseau CGR est toutefois de nature à susciter l'inquiétude. Si une offre française a été retenue dans la dernière ligne droite, des acteurs extra-européens auraient très bien pu acquérir les salles de cinéma du groupe et la société de distribution Apollo Film. Alors, qu'adviendra-t-il, selon vous, si CGR est à nouveau mis en vente? En outre, Jérôme Sédou, le patron de Pathé, souhaite introduire son groupe en bourse.
vous repoussez néanmoins l'idée de créer un instrument spécifique de contrôle des investissements des étrangers. Mais comment assurer que notre exception culturelle ne soit pas attaquée par des acteurs extra-européens alors qu'il s'agit d'un risque bien réel? Merci Madame la députée. Marie-Pierre Rixain. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, cher monsieur, vous le rappelez vous-même dans votre rapport, notre capacité à produire des films en France constitue un enjeu majeur pour continuer à figurer parmi les acteurs de premier plan dans notre pays à l'échelle internationale, mais également évidemment un enjeu économique pour toute la filière cinématographique française. Et en effet, bien que la France dispose de nombreux atouts, l'explosion, il faut bien le dire, de la demande de contenu audiovisuel tiré par le développement des plateformes agit comme un révélateur des limites de notre appareil productif culturel. Pour répondre à ce besoin de structuration, le CNC, dans le cadre du plan France 2030, a lancé un appel à projet intitulé « La grande fabrique de l'image », afin de consolider à l'échelle d'un territoire des écosystèmes locaux complets qui réunissent le meilleur des studios, des formations, des talents, au niveau des meilleurs standards internationaux en matière de tournage et de production numérique. Précisément, Monsieur le Président, dans mon département, en Essonne, la communauté d'agglomération Cœur d'Essonne et son président Éric Brève portent depuis 2016, vous le savez, le projet ambitieux de la base 217 Studios, qui doit voir le jour sur une ancienne base aérienne. Et je ne doute pas de votre soutien sur ce dossier. Merci. Merci Madame la députée. Frédéric Meunier. Oui, merci Madame la Présidente. Il y a d'un côté les acteurs de la diffusion indépendante qui dénoncent un phénomène de concentration accrue de l'offre et qui estiment que le remède est une régulation plus ferme et exigeante, alors que de l'autre, il y a les acteurs du secteur de l'exploitation qui, eux, sont rétifs à l'intervention publique et qui plaident, au contraire, pour une souplesse de leurs pratiques commerciales. Je souhaitais vous interroger sur l'imposition des contrats écrits entre distributeurs et exploitants autour de la programmation des films, qui repose aujourd'hui sur la bonne foi de chacun. Vous allez à contre-courant des recommandations du rapport Cinéma et concurrence de 2008 et 2020. En effet, vous proposez au gouvernement de respecter les pratiques actuelles de la profession et de ne pas imposer de contrats écrits entre distributeurs et exploitants. Alors, Monsieur Lasserre, pensez-vous que le gouvernement suivra vos recommandations? Merci. Merci Madame la députée. Et la dernière question revient à notre collègue ultramarin, Frédéric Maillot. Merci Madame la Présidente. Monsieur Lasserre, vous avez évoqué et vous avez donné des raisons de la baisse de la fréquentation du public dans les cinémas. Parmi ces raisons, vous avez évoqué la désaffection du public à cause de ces changements de consommation en page 20. Et vous esquissez plusieurs pistes pour mieux reconquérir le public. Parmi ces hypothèses, vous avez parlé de salles de meilleure qualité, des tarifs plus avantageux, mais il y a un point sur lequel je pense qu'on peut aller plus loin et que vous avez évoqué, c'est celui de la variété des films. À mon échelle, donc de vue de La Réunion, je suis persuadé que c'est en soutenant les cinéastes autochtones, les cinéastes réunionnais, les vrais, et il est important de le dire, que les fréquentations des salles sera une garantie. Pour faire très simple, j'aimerais vous faire part de l'excellence réunionnaise. En 2022, un film est sorti indépendant nommé Zamal Paradise. Le film a eu un écho phénoménal auprès de la population, au point de faire pas loin de 15 000 entrées et de rester 6 mois à l'affiche face au blockbuster. Selon moi, c'est l'enjeu et c'est celui de la représentation. C'est lorsque le Réunionnais se voit et se voit représenté sur les grands écrans, il suscite l'engouement du public. Ainsi, si on ne retrouve pas l'approche sectorielle, les solutions sont possibles dans votre rapport. Je prends le pari avec vous que si on fait confiance au cinéma, aux cinéastes réunionnais, on remplira les salles. Merci, Monsieur le député. Merci. Monsieur Lasserre, c'est à vous pour les réponses à l'ensemble de ces questions. Merci beaucoup. C'est un défi tellement les... Alors, attendez, je vous donne le micro. Voilà. C'est bon. Merci à toutes et à tous. C'est un défi que de répondre de manière détaillée à chacune de ces questions qui toutes sont évidemment pertinentes et intéressantes. Je vais là aussi essayer de les regrouper pour pouvoir y répondre de manière plus synthétique. D'abord sur l'équilibre entre rentabilité
et objectifs de politique culturelle, nous sommes au cœur du rapport. C'est-à-dire qu'effectivement, beaucoup d'entre vous l'ont rappelé, le cinéma est une industrie, mais aussi un art, et il n'y a pas d'incompatibilité entre, d'un côté, les règles du marché et le droit de la concurrence. Et je rappelle que le droit de la concurrence, il est là aussi pour éviter la constitution de pouvoirs de marché, et notamment la concentration excessive d'une industrie, et puis la poursuite d'objectifs culturels qui peuvent faire l'objet d'une régulation spécifique, poursuivant des objectifs que le marché ne permet pas d'atteindre en tant que tel. C'est effectivement la diversité des œuvres, l'exposition des films, y compris les plus difficiles, l'encouragement à la création et l'accès le plus large du public, y compris dans les zones rurales ou les zones moins favorisées, à un ensemble de films le plus divers et le plus intéressant possible. Et donc c'est toute la difficulté que de combiner la reconnaissance d'une industrie et puis les qualités d'un art qui doit être encouragé, qui doit être incité à faire encore mieux. Alors, on ne fera rien sans les acteurs. Et donc, ça n'est pas une industrie qu'il faudrait évidemment nationaliser. Il faut faire confiance aux acteurs. Et notre rapport salue l'inventivité, l'innovation des acteurs, les investissements très importants qui ont été faits à tous les niveaux de la filière du cinéma. Et, il faut le dire, la numérisation des copies, alors qu'autrefois, les copies, en quelque sorte, les copies physiques, était un élément de rareté qui imposait parfois des arbitrages difficiles. La numérisation des copies a facilité l'exposition la plus large possible et l'accès de salles plus petites, en quelque sorte, à des films dont ils n'auraient peut-être pas été destinataires dans le monde précédent, dans le monde analogique. Alors, première question, est-ce qu'il ne faut pas encourager du point de vue des tarifs et de l'offre des formules plus innovantes? Oui, je suis d'accord avec tous ceux qui ont appelé de leur vœu peut-être l'offre au public de formules qui combinent cinéma et autre chose. Ça peut être des séries, ça peut être de la musique, ça peut être des conférences culturelles, ça peut être des événements organisés autour de grands thèmes d'actualité. Oui, je pense qu'il faut tout à fait admettre que le cinéma est aussi un lieu de réunion, de rassemblement, de débat, de discussion, et qu'on peut, après tout, intéresser le public à venir en salle, pas seulement pour voir consommer un film, mais aussi débattre, s'intéresser, discuter, connaître des personnes nouvelles. Et je crois que c'est aussi une forme de vie en société. Et pour ça, il faut justement permettre aux exploitants, et c'est pour ça que nous proposons de libéraliser, alors que jusqu'à présent c'est fait par l'agrément, la fixation de prix de vente au public de la carte illimitée, nous souhaiterions donner plus de liberté aux acteurs pour savoir ce qu'ils mettent dans la formule, et ça peut être pas seulement du cinéma, mais d'autres services culturels associés au film, et aussi de diversifier les tarifs en fonction finalement du public. Et l'on sait que conquérir le public, ça veut parfois dire passer par une segmentation tarifaire qui va aller s'adapter aux différentes caractéristiques, notamment économiques de tel ou tel public, pour aller le chercher et le convaincre d'aller en salle. Et c'est toute l'idée de la suppression de l'agrément que de redonner de l'air, que de redonner de la liberté aux exploitants, et tous d'ailleurs, pour que, en quelque sorte, ils puissent, par leur stratégie commerciale, leur stratégie de diversification, aller chercher le public et le convaincre de venir en salle. À l'inverse, il y a deux variables qu'il faut absolument sauvegarder dans la régulation publique. C'est le prix de référence, parce que c'est lui qui va déterminer le partage des recettes, et il ne faut pas que les distributeurs et les créateurs soient défavorisés par le recours massif aux cartes illimitées, et garantir aussi au cinéma indépendant la possibilité de bénéficier de ce surcroît du public qu'offrent les cartes illimitées en adhérant à une formule gérée, par exemple, par un autre cinéma. Sur la concentration, il faut quand même être honnête et sincère. L'industrie du cinéma comporte trois grandes entreprises que sont Pathé,
UGC et CGR. Et CGR, madame, effectivement est en vente. Il semble que la tentative a été avortée et qu'aujourd'hui, on ne sait pas très bien si les propriétaires vont réellement mettre en vente ce réseau ou pas. Mais cumulé, ces trois réseaux font moins de 50%, je crois, des entrées en France. On ne peut pas dire quand même que cette industrie soit très fortement concentrée. Et s'il y avait des risques du côté d'une concentration plus forte, il faut faire confiance aux autorités de la concurrence qui vérifieront que ces concentrations ne confèrent pas un pouvoir de marché excessif, et aux commissions d'aménagement commercial, puisque vous le savez, l'installation des multiplexes est soumise à autorisation au cas par cas. Alors, j'en viens maintenant à la question qui est revenue très souvent, et je voudrais m'expliquer encore davantage. D'abord sur le rôle des distributeurs. Oui, c'est parfois le maillon faible, et les plus fragiles dans les acteurs de la chaîne du cinéma sont souvent les petites sociétés de distribution qui prennent beaucoup de risques sans avoir des assises financières souvent très solides. Et je crois qu'il faut avoir conscience que cette prise de risque est souvent le cas de ces petites sociétés de distribution qu'il faut aider, qu'il faut encourager. Madame Carrel, les engagements de distribution, les engagements de diffusion qui ont été mis en place en 2016 et de manière un peu artisanale, nous proposons de les généraliser parce que passe par eux finalement la condition d'un accès le plus large du public à des films très divers, mais nous n'entendons pas soumettre tous les distributeurs aux engagements de distribution, mais ceux qui ont un pouvoir de marché le plus important. Même chose, et je voudrais répondre sur ce point à plusieurs d'entre vous qui se sont inquiétés de la conditionnalité des aides à l'exploitation. Si les engagements de programmation n'étaient pas respectés, est-ce que ça ne va pas fragiliser des petites salles ou des salles d'art et essai? Non, parce que ne seront soumis à des engagements de programmation que les salles les plus importantes, les établissements les plus importants, a priori ceux qui disposent de 6 salles au moins, et donc ne devraient pas être concernés les petites salles à essai qui, par définition, n'ont pas à prendre des engagements de programmation pour garantir leur diversité. Voilà pour les engagements de programmation. Bien sûr, je salue, mais je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, les écosystèmes locaux, ce que vous avez dit aussi bien pour la Réunion que pour l'Essonne. C'est évidemment des choses extrêmement importantes quand des territoires finalement fédèrent des initiatives de la création jusqu'à l'exploitation en salle. C'est évidemment des choses excellentes, mais nous n'avons pas pu évidemment d'entrer dans le détail de chacune de ces expériences, mais je les salue et évidemment les encourage. Alors j'en viens à 2 questions sur lesquelles je voudrais conclure rapidement parce que le temps presse. C'est la question de l'art et essai. Et c'est la question, on y est revenu, des 3 questions, des catalogues de films et puis l'imposition des contrats écrits. Alors, sur le classement art et essai, nous avons proposé cette pondération économique en tenant compte de l'importance du plan de sortie, mais nous n'avons pas fixé la formule définitive. Ce sera au CNC de la négocier et de la proposer. Tout ça relève du décret et donc ou du règlement général des aides. Et donc ce sera au niveau réglementaire que cet équilibre fin pourra être trouvé. Mais je ne suis pas inquiet, madame, sur l'impact que cela aura sur les salles art et essai. Vous avez raison, elles ont besoin de films difficiles parce que c'est leur marque culturelle, mais elles ont besoin de faire entrer le public et donc d'avoir des films qui marchent aussi. Et c'est bien dans cet esprit-là que nous proposons la réforme à la marge que nous suggérons. Sur les contrats écrits entre distributeurs et exploitants, écoutez, nous avons entendu tous les acteurs et longuement. Pratiquement aucun, à part les studios américains, ne revendique la question du contrat écrit, en disant le système français actuel dans lequel nous vivons est plus souple, permet aux petits de s'infiltrer en quelque sorte dans les espaces de négociation et
Écrire toutes ces clauses risquerait à la fois de bureaucratiser, de rigidifier le système, de le rendre moins souple, sans pour autant rééquilibrer le rapport de force, parce qu'un contrat écrit ne change pas le rapport de force. Mais il ne fait que refléter parfois la différence dans les rapports de force entre ceux qui le signent. Enfin, j'en viens à la question des catalogues de films. Oui, ça c'est un point qui, du point de vue culturel, est important. Les pouvoirs publics ont financé la constitution de catalogues de films français et européens qui ont évidemment une valeur économique, mais aussi sont importants pour la préservation du patrimoine culturel français. Et le Conseil d'État, puisque la question a été posée, avait rendu un avis défavorable à un projet de loi qui est proposé dans ce domaine d'instaurer un véritable contrôle des investissements étrangers. Et là, il se trouve que je présidais l'Assemblée générale du Conseil d'État. Nous avons émis des doutes sur la conformité de ce projet aux règles européennes, mais le Conseil d'État a admis l'idée d'une notification préalable de la cession et, moyennant un délai pour les pouvoirs publics, la possibilité de s'y opposer au cas par cas, dans le cas où l'exploitation suivie ne serait pas garantie. Et c'est dans ce sillage que nos propositions prennent place. Nous proposons d'accélérer et de rendre plus efficace le dispositif mis en place en 2021 en renforçant les sanctions pour les acteurs qui ne s'y soumettraient pas. Voilà, en vous priant de me pardonner pour ne pas avoir répondu, faute de temps, aux détails de chacune des questions, mais je souhaite que ce dialogue se poursuive et que peut-être l'Assemblée nationale puisse, alors cette fois, débattre de propositions qui pourraient lui être soumises ou dont elle pourrait être l'auteur pour tirer les conséquences de ce rapport. Merci infiniment pour ce dialogue qui m'a beaucoup apporté et beaucoup enrichi aussi dans ma réflexion. Merci beaucoup, Monsieur Lasserre. Donc effectivement, vous nous encouragez dans notre capacité législative. Nous l'avons bien entendu et nous sommes... voilà, je suis persuadée qu'effectivement, mes collègues l'ont bien entendu. Effectivement, vous avez répondu à l'ensemble des questions et c'était très important, que ce soit sur le maillage territorial, que ce soit sur les aides, la conditionnalité et notamment aussi ce qui pouvait préoccuper certains sur la façon... l'accès, vous l'avez bien rappelé, et notamment, moi, c'était les questions que j'aurais aimé vous poser, mais Bertrand Soir l'a posé, sur les cartes illimitées, effectivement, le mécanisme et comment faire pour attirer de nouveaux publics aussi, même dans les petites salles, et pour qu'en effet, elles puissent avoir accès à ce mécanisme qui, vous l'avez dit, au bout de 23 ans, finalement, s'avère beaucoup plus vertueux que ce qu'on aurait pu imaginer au départ. Donc, et ce n'est pas la moindre des choses que de votre rapport, mais il a mis en évidence un certain nombre de choses. Et maintenant, à nous, en tant que législateurs, de s'emparer de vos conclusions et de vos préconisations. Mes chers collègues, nous nous retrouverons la semaine prochaine pour l'audition de Julien Bargeton à 9h30 dans cette même salle.